Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour Afrique Hebdo. Au programme cette semaine, la mobilisation contre la bétonisation de la corniche de Dakar. Riverains et militants protestent contre la multiplication des constructions sur le littoral de la capitale sénégalaise. Comment imaginer et construire les villes de demain? C'est à cette question que nous tenterons de répondre avec notre invité Sename Kofi Agbodjinou, architecte et anthropologue. Il est notamment à l'origine de Hub Cité, une expérience inédite de démocratie technologique à Lomé. L'ancienne capitale coloniale ivoirienne Grand Bassam en péril, son magnifique patrimoine architectural tombe en ruine. Aujourd'hui, les autorités se mobilisent pour le préserver. La corniche de Dakar, un lieu emblématique où les Sénégalais aiment s'aérer, poumon de la capitale, très prisé des joggeurs et des touristes, un espace de plus en plus grignoté par le béton. Des habitants et des collectifs citoyens se mobilisent contre la multiplication des constructions sur le littoral. Ils s'inquiètent des conséquences environnementales et sociales de cette prédation foncière. Sur place, le reportage de nos correspondants Sarah Sako et Eliman Dao. C'est le lieu préféré des sportifs de la capitale, la Corniche. Une dizaine de kilomètres en bord de mer, de la pointe sud de la presqu'île de Dakar au quartier huppé des Almadies. Un front de mer de moins en moins accessible au grand désarroi de ce riverain. S'ils continuent à construire sur cette corniche-là, ils vont finir par nous retirer tout ce qu'on avait pour respirer, prendre l'air. Et les jeunes vont malheureusement se tourner vers d'autres choses. Le littoral est défiguré, bétonné, selon les défenseurs de l'environnement. Au Sénégal, le débat fait rage sur l'accaparement de ces terres protégées par la loi. Mignane Diouf fait partie de ceux qui exigent la destruction de tous les bâtiments. Rien ne l'explique. Vraiment, rien ne peut expliquer ça. Face à la mer, tu clôtures une partie du littoral et tu te fais un château. Selon lui, le phénomène date de près de 30 ans, mais s'est accéléré récemment. Donc ça va être une bataille bien sûr difficile parce que nous allons le faire en face de gros bonnets comme celui-là, d'hommes forts au sommet de l'État. Nous sommes en train de nous préparer avec un pool d'avocats pour porter une plainte contre X afin que la justice sénégalaise puisse enquêter pour savoir ses attributions sur le littoral, qui les a autorisées. Selon le gouvernement, garant de la protection du littoral, ce sont les précédents régimes qui sont essentiellement en cause. Plus de 95% de ces actes ont été passés avant 2012. Aujourd'hui, le plus important, c'est de voir l'avenir. Sur la corniche de Dakar, nous avons plus de 10 km, dont 5 km sont inoccupés. Si nous voulons faire du bien, si nous voulons permettre à nos populations d'avoir un accès équitable à la mer, mais nous pouvons aménager les 5 km. Au-delà de l'emblématique corniche, de nombreux endroits le long des 700 km de côte que compte le pays sont menacés par les appétits des promoteurs privés. La Smart City, un concept qui ne cesse de prendre de l'ampleur au niveau mondial, connecter la ville pour simplifier son fonctionnement. Ces modèles s'appuient sur les nouvelles technologies pour rendre les villes plus intelligentes. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Sename Kofi Agbodjinou. Merci d'être avec nous. Tout d'abord, pouvez-vous nous donner votre définition de la Smart City ? Alors, je ne vais pas hasarder une définition qui soit essentiellement mienne. Je vais dire que très généralement, quand on parle de Smart City, ce qu'on entend, c'est un modèle de ville qui est produit par les nouvelles technologies. En tout cas, les nouvelles technologies sont pour beaucoup dans la façon dont on conçoit et dans la façon dont cette ville se déploie. Et vous avez justement lancé le projet Hub City dans la capitale togolaise Lomé. Pouvez-vous nous le décrire ? Je crois que vous vouliez prouver qu'on peut construire une ville vertueuse avec les nouvelles technologies. Oui, c'était une sorte de proposition pour une alternative à la Smart City, en considérant qu'il y a quand même quelque chose d'inéluctable dans la Smart City. On va de toute façon y tendre, vu la place que les technologies prennent de plus en plus dans nos vies, mais que la façon classique de l'aborder n'est peut-être pas la bonne, pour plusieurs raisons, parce que ces technologies, telles qu'elles sont amenées, et notamment telles qu'elles se cristallisent au sein de la ville, posent un certain nombre de problèmes du niveau de la souveraineté pour nos données, par exemple. C'est aussi justement, est-ce que nos données sont protégées ?
Mais justement, la Smart Cité, telle que nos décideurs nous la proposent, n'a pas de garde-fou de ce point de vue-là, puisque c'est essentiellement souvent des projets où les grands majeurs qui proposent la technologie sont des majeurs occidentaux, et donc on ne sait pas ce que deviendra nos données dans cette configuration-là. Mais les données ne sont pas le seul problème. Une Smart Cité qui vous est vendue en quelque sorte est un piège, parce que la Smart Cité se renouvelle en permanence, puisqu'elle est faite de technologies et que les technologies deviennent désuètes. C'est le principe même d'une technologie. Et donc vous êtes pris dans un cycle où vous continuez d'acheter la ville éternellement, et c'est donc quelque chose qui est très problématique pour nos économies et de l'endettement certainement sur plusieurs générations si on va vers ces modèles-là de Smart Cité. Quelles sont les solutions que vous proposez pour faire face notamment à cette obsolescence programmée et au défi de la protection des données ? Ce que nous disons, c'est que les technologies sont suffisamment démocratisées aujourd'hui pour qu'on puisse imaginer que des smart cités soient bricolées dans la proximité. Et qu'en partant sur des configurations un peu en cellules, et si on maille le territoire en cellules, on peut imaginer que chaque territoire développe ses propres technologies, et que ce soit donc des technologies de la proximité à l'échelle, si possible inclusive, dans le sens où elles sont développées avec les citadins eux-mêmes, et aussi qu'elles redistribuent, et que la valeur n'aille pas à Google ou à Facebook, mais idéalement qu'elle soit redistribuée sur l'ensemble des gens qui font la ville. Il y a un aspect local, et vous déclarez par ailleurs ce que sera la ville de demain, c'est l'Afrique qui en décidera. Pensez-vous que c'est sur le continent que l'on va dessiner les villes du futur ? Oui, très certainement, parce que l'avenir global de l'humanité est urbain, mais la question de la ville est africaine, parce que l'Afrique va proposer des objets urbains assez inattendus, certainement complexes, qui peuvent refaire complètement la doctrine et l'entendement de ce que c'est que la ville. Et donc soit ces modèles-là sont calqués sur ce qu'on voit en Occident, ce qui est la dynamique en ce moment, et on accélère plus rapidement quelque chose qu'on appelle l'anthropocène, qui en fait est un urbanocène. C'est le poids des villes qui est pour beaucoup dans des crises comme celle qu'on traverse en ce moment. Soit donc l'Afrique fait résistance et propose un modèle alternatif, et par le nombre, on va peut-être réussir à générer une bascule qui va faire qu'on civilisera aussi plus globalement la ville tout court. Je crois que vous préconisez aussi de créer des espaces durables, respectueux de l'environnement, et qui transposent à la ville les vertus des villages africains. Ce que je dis, c'est que dans la configuration qui est en train de se mettre en place, et telle que ce genre de crise nous le révèle, toutes les positions d'autorité et les solutions un peu top-down risquent d'être inefficaces, parce que les problèmes vont être tellement immenses, tellement distribués, qu'il vaut mieux s'appuyer sur une sorte d'intelligence dans la production de la ville qui, elle aussi, est distribuée. Et donc revenir à des modes d'organisation un peu plus organiques, en empruntant à ce qui se passe, par exemple, ou à ce qu'on peut observer dans des sociétés dites traditionnelles, pour recréer... En copiant aussi la nature, ce qu'on a autour de nous. Exactement. Là aussi, c'est une dynamique qui n'est pas celle de la ville, on va dire, occidentale. La ville occidentale se construit en mettant la nature à distance, et même contre la nature, et en regardant aux sociétés traditionnelles, il y a des leçons d'intrication dans la nature qu'on pourrait peut-être tirer et implémenter dans du tissu urbain tout à fait contemporain. Merci Sename Kofi Agbo-Djinou d'avoir été avec nous dans Afrique Hebdo. Concevoir les villes du futur, mais aussi préserver celles du passé. En Côte d'Ivoire, l'ancienne capitale coloniale Grand-Bassam est menacée. Cette cité plus que centenaire regorge de merveilles architecturales longtemps laissées à l'abandon. Les autorités tentent aujourd'hui de leur redonner vie. Marc de Chalvron nous emmène faire un voyage dans le temps. Nichée au bord de l'océan Atlantique, à une quarantaine de kilomètres d'Abidjan, la vieille ville de Grand-Bassam et son passé colonial. 1, 2, 3, 4, soleil. Le temps semble s'être arrêté ici, au début du XXe siècle. Ici, nous sommes devant la maison Ganamé, qui a marqué l'histoire de la Côte d'Ivoire à travers Grand-Bassam dans le commerce. Peter Tayoro est guide et nous fait découvrir les merveilles architecturales du quartier France. Alors là, on est dans les années 1920 et le commerce donnait, mais vraiment, il était florissant. Et toute l'Afrique de l'Ouest se retrouvait à Grand-Bassam.
La végétation recouvre aujourd'hui la plupart des bâtiments. Mais on devine en dessous l'âge d'or de la ville. D'abord grand comptoir commercial, Grand Bassam devient la première capitale de la colonie française à la fin du 19e siècle. Une épidémie de fièvre jaune en 1899 oblige le pouvoir à déménager, mais la ville reste prospère une vingtaine d'années avant de tomber dans l'oubli au profit d'Abidjan. Cette maison que vous voyez a appartenu à un riche commerçant. Et les maisons de ce genre, on en a plein à Bassam ici. Mais vous constatez avec moi qu'elle est en train de tomber en ruine. Peter Tayoro, comme les 50 000 habitants de Grand Bassam aujourd'hui, constate au quotidien la dégradation de ce patrimoine rare. Ça me fait pleurer. Parce que voir ces belles bâtisses qui jadis ont marqué l'histoire de la Côte d'Ivoire et les voir aujourd'hui dans cet état, évidemment qu'on n'est pas loin de perdre notre pan culturel. C'est-à-dire que toutes les traces sont effacées. Il n'y a plus de traces, donc il n'y a plus d'histoire. Le quartier France a été classé au patrimoine mondial de l'UNESCO en 2012. Mais les bâtiments rénovés à Grand Bassam se comptent sur les doigts d'une main. Le maire de Grand Bassam reconnaît d'ailleurs volontiers les difficultés qu'il rencontre à mettre en valeur les richesses de sa ville. Le premier défi réside d'abord dans l'identification des propriétaires de ces bâtiments qui sont anciens, avec les questions de succession, etc. Ensuite, la mobilisation des ressources pour pouvoir faire cette valorisation. En clair, le maire manque d'argent pour rénover sa ville, et ce d'autant plus qu'il fait face à un autre défi de taille. Grand Bassam est coincé entre l'océan et la lagune, et cette dernière déborde régulièrement, provoquant des inondations parfois dramatiques, comme en octobre dernier. Pendant plusieurs semaines, l'eau a envahi la ville. Des travaux ont été entrepris pour évacuer l'eau de la lagune vers la mer et diminuer ainsi le risque d'inondation. Des experts de l'UNESCO ont été dépêchés pour évaluer les dégâts causés par les derniers débordements. D'après l'organisation, si rien n'est fait d'ici 5 ans, de nombreux bâtiments du quartier France pourraient tout simplement disparaître. C'est la fin d'Afrique Hebdo. Merci à tous d'avoir été avec nous.